Aujourd'hui, nous allons continuer la méiose. Dans la précédente présentation, nous avons déjà exposé la première division de méiose, la méiose réductionnelle. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième division de la méiose. Donc, en effet, avant que la deuxième division de méiose commence, il y a une phase qu'on appelle intersynèse. Il s'agit d'une courte interphase entre les deux divisions 1 et 2, mais qui ne comprend pas de phase S. Donc, il n'y a pas duplication de l'ADN. Et ça, c'est très important à retenir. Maintenant, une fois que cette deuxième division de méiose commence, c'est une division qui ressemble à une division mitotique normale. Et elle comprend les mêmes phases d'une mitose, qui sont la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. 2 puisqu'il s'agit de la deuxième division de méiose. Et ces phases vont se succéder l'une après l'autre rapidement. Alors, chacune des deux cellules filles issues de la première division de la méiose vont entrer en prophase 2. Cette prophase 2, elle est brève, non pas comme la prophase 1 qui est une très longue phase. Donc pendant cette prophase 2, les enveloppes nucléaires vont disparaître et un nouveau fuseau mitotique va commencer à se former. Après la prophase 2, commence tout de suite la métaphase 2. Durant cette phase, les chromosomes vont s'aligner au niveau de la plaque équatoriale dans chacune des deux cellules filles issues de la première division de méiose. Je vous rappelle, la première division de méiose, la méiose 1, ou la division réductionnelle, a réduit le nombre de chromosomes dans chacune des deux cellules filles. Donc, chacune des deux cellules filles comprend maintenant un lot de N chromosomes au lieu de 2N chromosomes. Et les chromosomes dans ces cellules filles, chacun est formé de 2 chromatides. Donc, comme on le voit ici, dans chacune des cellules filles, pendant la métaphase 2, les chromosomes, formés chacun de 2 chromatides sœurs, se sont alignés au niveau de la plaque équatoriale suite à la fixation des microtubules kinétochores venant des deux pôles de la cellule au niveau des kinétochores des chromatides sœurs. Après la métaphase 2, démarre l'anaphase 2. Pendant cette phase, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers des pôles opposés de la cellule. Donc, comme on a dit, ce sont les chromatides qui se séparent. Ça veut dire qu'il y a eu clivage du centromère qui reliait ces deux chromatides entre elles. Donc, c'est différent. Ça, c'est tout à fait comme la mitose. C'est le centromère qui se clive, qui se scinde, et les deux chromatides sœurs vont se séparer et vont migrer chacune vers un pôle de la cellule. Donc, je vous rappelle que pendant la méiose 1, anaphase 1, il y avait séparation des chromosomes homologues et non pas des chromatides. Donc, pendant la méiose 1, il n'y a pas eu clivage de centromère. C'est une comparaison à bien retenir. Cette séparation et migration de chacune des deux chromatides vers un pôle opposé de la cellule, il se fait par le raccourcissement des fibres du fuseau. En effet, ce sont les fibres du fuseau. En devenant plus courts, ils vont tirer les chromatides, chacun vers un côté de la cellule. Et finalement, après l'anaphase 2, il y a la télophase 2, pendant laquelle l'enveloppe nucléaire va à nouveau se reformer
autour de chaque lot de chromosomes dans des cellules filles. Ces cellules filles vont se séparer donc après cytokinèse, c'est-à-dire division ou séparation du cytoplasme, pour obtenir à la fin 4 cellules filles haploïdes à n chromosomes chacune. Les chromosomes dans chacune des cellules filles va être formés par une seule chromatide et il s'agit de chromosomes qui sont différents. Vous pouvez donc le remarquer dans cette figure. Par exemple ici, ce chromosome-là, il a une partie qui est en bleu et un autre bout du chromosome qui est en rouge. Donc c'est un tout à fait nouveau chromosome qui n'a pas une seule origine paternelle ou maternelle, mais il s'agit d'un mélange. Donc voilà, sur cette figure qui résume la méiose 2, il y a les phases de la méiose 2, la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2 qu'on vient d'expliquer. Nous allons maintenant faire une comparaison entre méiose et mitose. Le premier point à comparer, c'est la réplication de l'ADN. Concernant la mitose, il y a une réplication de l'ADN pendant l'interphase qui précède la mitose. Alors que pour la méiose, la réplication de l'ADN, elle se produit pendant l'interphase de la méiose 1 qui précède la méiose 1 seulement, puisque la méiose 2, elle est précédée par une courte interphase qui ne comprend pas de phase S, donc où il n'y a pas de réplication d'ADN. Le deuxième point que nous allons comparer concerne le nombre de divisions. Pour la mitose, pendant une mitose, il y a seulement une seule division et cette division, elle comprend une prophase, une métaphase, une anaphase et une télophase. Alors que la méiose, en effet la méiose se fait en deux divisions, méiose 1 et méiose 2. Et chacune de ces deux divisions comprend une prophase, une métaphase, une anaphase et une télophase, qu'on nomme prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1 pour la première division de méiose, et prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2 pour la deuxième division de méiose. Le troisième point que nous allons comparer, c'est le synapsis des chromosomes homologues. Le synapsis, c'est-à-dire l'appariement, le rapprochement des deux chromosomes homologues. Ce phénomène, il est absent pendant la mitose. Donc, pour une mitose, il n'y a pas d'appariement des chromosomes homologues. Alors que pendant la méiose, cet appariement des chromosomes homologues se produit pendant la prophase 1, la prophase de la première division de méiose. La prophase 1, que je vous rappelle, qui est une longue phase. Et cet appariement des chromosomes homologues va aboutir à un enjambement entre les chromatides non sœurs. L'enjambement, donc, c'est là où il y a crossing over, donc entre deux chromatides non sœurs, et où il va y avoir un échange entre ces deux chromatides non sœurs.
Nous allons comparer maintenant le nombre de cellules filles issues à la fin de chacun des deux types de division, ainsi que la composition génétique de ces cellules filles. Commençons par la mitose. À la fin d'une mitose, il en résulte deux cellules filles qui sont diploïdes, qui sont à 2 N chromosomes chacune et qui sont génétiquement identiques à la cellule mère. Elles ressemblent parfaitement à leur cellule mère. Et ça, vous le savez déjà. Alors que, à la fin d'une méiose, il en résulte 4 cellules filles qui sont haploïdes à N chromosomes. Donc, chacune de ces cellules contient seulement la moitié du nombre de chromosomes de leur cellule mère, la cellule mère étant diploïde à 2 N chromosomes. De plus, ces 4 cellules filles, elles sont génétiquement différentes les unes des autres. Elles ne se ressemblent pas, chacune contient un lot de chromosomes qui est différent de l'autre cellule. Elles sont également différentes de leur cellule mère. Et je vous rappelle que ceci, il est dû au fait que pendant la méiose 1, il y a eu un crossing over, il y a eu un échange entre les chromatides non sœurs, ce qui a causé la création de nouveaux chromosomes qui sont différents. Dernier point à comparer, c'est le rôle de ces divisions, méiose et mitose, dans l'organisme, dans notre organisme. À quoi sert une mitose et à quoi sert une méiose? Pour la mitose, une mitose, vous le savez, elle sert à développer notre organisme. Puisqu'un organisme, il provient d'une seule cellule œuf, le zygote, et c'est cette cellule œuf, zygote, qui va se diviser, qui va se multiplier par des divisions de mitose afin d'aboutir à un organisme qui est multicellulaire formé de plusieurs cellules. Ça, c'est le rôle essentiel, mais pas seulement. Elle sert également à la croissance des organismes. Donc, toujours par des mitoses, il va y avoir développement et croissance des organismes. La mitose sert également à réparer nos tissus. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, suite à une cicatrice au niveau de la peau, la cicatrice, comment elle va se réparer? C'est par la division mitotique, par mitose, que cette cicatrice va être réparée. Alors que si on passe à la méiose, c'est quoi le rôle de la méiose dans notre organisme? La méiose a un rôle spécifique, un seul rôle très spécifique qui est de produire des gamètes, la production des gamètes. Les gamètes, que ce soit les gamètes mâles, les spermatozoïdes ou les gamètes femelles, les ovocytes. Ils sont produits par méiose. Ces gamètes, ce sont des cellules haploïdes, N chromosomes, alors que toutes les autres cellules de notre organisme sont des cellules diploïdes. Donc, ces gamètes sont produites suite à une méiose des cellules mères, des cellules initiales. Et cette méiose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réduire le nombre de chromosomes. Donc, nous allons obtenir des gamètes haploïdes avec la moitié du nombre de chromosomes dedans. Et en plus de réduire le nombre de chromosomes, la méiose permet de réaliser une variabilité génétique. Donc les gamètes issues d'une seule méiose, elles ne se ressemblent pas génétiquement, elles sont différentes génétiquement. Et ceci est dû grâce à ce type de division qui est la méiose. Nous allons maintenant parler des conséquences de la méiose. Il y a 3 conséquences essentielles de la méiose. La première conséquence, c'est que la méiose va réduire le nombre de chromosomes. Deuxième conséquence, la méiose va aboutir à une diversité génétique des individus. Et troisième conséquence importante, c'est le dimorphisme gonosomique. Nous allons donc, dans la suite de cette présentation, expliquer et parler de chacune de ces conséquences. Commençons par la première conséquence de la méiose qui est la réduction du nombre des chromosomes. Pourquoi cette conséquence elle est très importante et comment elle se fait? En effet,
Nous allons commencer par définir le mot euploïdie. Euploïdie, ça veut dire la conservation d'un nombre normal de chromosomes dans une cellule. Et l'euploïdie, elle est nécessaire quand on passe d'une génération à l'autre. Nous, toutes nos cellules, elles sont diploïdes à 2N chromosomes. Donc nos cellules, d'une génération à l'autre, vont comporter chacune 2N chromosomes. Elles vont donc conserver un nombre normal de leurs chromosomes. Et afin de conserver ce nombre normal de chromosomes, nous sommes obligés de passer par une étape de réduction du nombre de chromosomes. Donc nous sommes obligés de passer dans une étape où la cellule elle est haploïde. Comment se fait donc le passage et la réduction du nombre de chromosomes? Ça se fait par méiose. Pour passer d'une cellule diploïde à une gamète qui est haploïde, ça se fait par la méiose. Ces gamètes-là qui sont haploïdes, maintenant lors de la fécondation, ils peuvent fusionner et ils vont rétablir donc la diploïdie. Un gamète mâle à N chromosomes va fusionner avec gamète femelle aussi haploïde à N chromosomes. Le résultat va être un œuf zygote qui est à 2N chromosomes. Donc, comme ça, on rétablit la diploïdie et comme ça, on a conservé dans cette cellule œuf, le zygote, on a conservé le nombre normal de chromosomes qui est 2N chromosomes. Donc, on comprend maintenant pourquoi cette méiose, la conséquence de méiose, la réduction du nombre des chromosomes est important, il est indispensable afin d'obtenir un développement normal du nouveau individu et que cette espèce puisse continuer. Deuxième conséquence de la méiose, la diversité génétique des individus. En effet, le fait que chaque gène existe en plusieurs versions est à la base de cette diversité génétique des individus d'une même espèce. En effet, à l'exception des vrais jumeaux, tous les êtres vivants sont différents, ils sont uniques génétiquement. Et ce sont les gamètes qui sont créés par la méiose qui sont différents, même s'ils sont issus d'une même cellule. Trois mécanismes vont contribuer à cette diversité génétique et vont jouer un rôle clé dans l'évolution des espèces. Ces mécanismes sont, premièrement, l'assortissement indépendant des chromosomes. Deuxième mécanisme, c'est l'enjambement, le crossing over. Et troisième mécanisme, c'est la diversité considérable des gamètes. Nous allons expliquer chacun de ces trois mécanismes. Commençons par le premier mécanisme, qui est l'assortiment indépendant des chromosomes. L'un des aspects de la reproduction sexuée qui va générer la diversité génétique chez les individus, c'est l'orientation aléatoire des chromosomes homologues durant la métaphase 1 de la méiose. Vous vous rappelez que pendant la première méiose, division de méiose, phase-métaphase, les chromosomes homologues vont venir se placer au niveau de la plaque équatoriale. Voici sur la figure la phase métaphase 1 de la première division de méiose. Ici, on peut voir donc une paire de chromosomes homologues et une deuxième paire de chromosomes homologues. Chaque paire de chromosomes homologues est formée par un chromosome paternel et un autre chromosome maternel. Et donc chaque paire de chromosomes homologues va se situer au niveau de la plaque équatoriale. Ceci va se faire d'une façon aléatoire. Cette paire de chromosomes homologues va se placer au niveau de la plaque équatoriale avec une orientation qui est tout à fait aléatoire, qui se fait au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire orientation aléatoire? L'orientation aléatoire, ça signifie que chaque paire
va s'orienter soit avec son chromosome maternel ou bien avec son chromosome paternel vers l'un des deux pôles. On va imaginer ce pôle ici et cette paire de chromosomes homologues. Il y a deux cas de figure, deux situations qui peuvent se reproduire. Cette paire de chromosomes peut avoir son chromosome d'origine maternelle qui est dirigé vers ce pôle, ou bien elle peut se placer autrement, c'est-à-dire elle va avoir son chromosome d'origine paternelle qui va être orienté vers ce pôle. Donc, il y a deux choix. Et pour chaque paire de chromosomes homologues, il y a cette situation. Il y a le choix que le pôle paternel soit dirigé vers un pôle de la cellule ou que ce soit l'autre chromosome d'origine maternelle qui va être dirigé vers le même pôle de la cellule. Ce qui fait que, en passant à la phase suivante, l'anaphase 1, comme chaque chromosome est disposé aléatoirement de part et d'autre du plan équatorial, il va se séparer donc et il va migrer indépendamment vers le pôle auquel il est dirigé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation indépendante ou bien le brassage donc interchromosomique. Il se fait entre les chromosomes homologues. De ce fait, chaque cellule fille va posséder un groupe de chromosomes, donc un groupe de gènes portés par ces chromosomes, qui va être différent de celui de la cellule initiale de la cellule mère. C'est comme ça, c'est le brassage interchromosomique qui va générer donc des gamètes avec une combinaison qui est unique des chromosomes. Ce sont des chromosomes qui vont être différents de ceux de la cellule mère. Pour mieux comprendre le brassage des chromosomes durant la première division de méiose, méiose 1, nous allons prendre deux exemples qui sont les plus simples. Commençons par le premier. Dans le premier exemple, nous allons considérer que petit n égale à 2. C'est-à-dire, dans la cellule mère, nous pouvons trouver deux types de chromosomes, d'accord? Et pour chacun, il y a donc une paire de chromosomes homologues. Donc voici la première paire de chromosomes homologues pour le chromosome numéro 1. Et voici la deuxième paire de chromosomes numéro 2. Pour chaque paire de chromosomes homologues, il y a un chromosome d'origine paternelle et un autre chromosome d'origine maternelle. Donc, à la fin de la pour la première méiose, première division de méiose, dans les cellules filles, il y a alors 4 combinaisons qui sont possibles pour ces cellules filles. La première combinaison, et dans cette cellule fille, par exemple, on peut retrouver le chromosome, par exemple celui-là, qui est d'origine paternelle, à partir de la première paire de chromosomes homologues, avec le chromosome en vert foncé ici, pour la deuxième paire de chromosomes homologues. Parce que je vous rappelle, durant la première division de méiose, il y a séparation des chromosomes homologues. Donc voilà, ces deux chromosomes homologues, ils vont se séparer chacun dans une cellule fille. Et voici donc les 4 combinaisons possibles. Ce qui fait qu'on a 2 à la puissance 2, puisqu'on a petit n égale à 2, et puisque les chromosomes homologues sont en paires. À chaque fois, il y a 2 qui vont se diviser entre 2 cellules filles. Le deuxième exemple, si on considère que petit n égale à 3. Donc, nous avons 3 paires de chromosomes homologues. Première paire, la deuxième et troisième paire de chromosomes homologues. Pour chacune des paires de chromosomes homologues,
Elle contient 2 chromosomes, un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. Et donc, suite à la première division de méiose, qu'est-ce que nous allons trouver? Il y a en effet 8 combinaisons possibles pour les cellules filles. Donc, les voilà, les différentes combinaisons possibles. Il va y avoir dans chacune des cellules filles un seul chromosome de chacune des 3 paires. Donc, d'où les combinaisons possibles sont 2 à la puissance 3. D'accord? Donc, voilà les exemples qui facilitent donc de comprendre comment se fait le brassage des chromosomes, entre les chromosomes, durant la division méiose 1. Alors, bien sûr, chez l'homme, vous savez bien, le petit n est égal à 23, ce qui fait que, vous imaginez bien, le nombre de combinaisons possibles lorsque petit n égale à 23, ça va faire 2 à la puissance 23 combinaisons possibles. Le deuxième mécanisme aboutissant à la diversité génétique des individus est l'enjambement ou crossing over. Durant le crossing over, il va y avoir un échange d'allèles au sein d'une paire de chromosomes homologues. Et ça, nous l'avons déjà appelé brassage intrachromosomique, comme il se fait à l'intérieur des chromosomes, dedans, dans les chromosomes. Et cet enjambement ou crossing over, il se fait à chaque méiose, durant la première division de méiose, méiose 1, durant la phase prophase 1. Pendant ce crossing over, il va se produire donc un échange réciproque de fragments de chromatides, mais ce sont des chromatides non sœurs appartenant chacune à 2 chromosomes homologues. Allez, nous allons l'expliquer sur la figure. Voici 2 chromosomes homologues. Ce sont les chromosomes homologues de départ, d'origine. Un chromosome homologue d'origine paternelle et un deuxième chromosome homologue d'origine maternelle. Les chromosomes homologues, chacun est formé par 2 chromatides. Voici les 2 chromatides. Donc, ce sont 2 chromatides sœurs du chromosome d'origine maternelle. Les 2 chromatides sont reliés par leur centromère. Pendant la prophase 1, ces chromosomes homologues vont s'apparier. Donc, il va y avoir formation donc du complexe synaptonémal qui va donc apparier les 2 chromosomes homologues. Et avec ce complexe synaptonémal, à certains endroits, il va y avoir un enjambement, d'accord, entre 2 chromatides non sœurs. Donc, chacune appartient à un chromosome différent. Comme on le voit ici, il y a un crossing over entre 2 chromatides non sœurs. Et lors de ce crossing over, il va y avoir échange, les chromatides non sœurs vont échanger des fragments, des morceaux de chromatides. Voici le résultat après le crossing over. Nous allons ici obtenir 2 chromosomes formés chacun de 2 chromatides, mais cette fois-ci, chacun des chromosomes porte une chromatide qu'on va appeler chromatide recombinée. Vous pouvez bien le voir, cette chromatide, elle comporte des fragments qui ont été échangés, qui n'appartenaient pas à l'origine à cette chromatide. Donc, ces chromosomes, à l'arrivée, à la fin du crossing over, s'appellent les chromosomes recombinés.
Et les chromatides ici, portant des fragments échangés, s'appellent les chromatides recombinés. Et c'est ça le brassage donc intrachromosomique, entre dedans dans les chromosomes. Donc, nous arrivons au troisième mécanisme qui cause la diversité génétique des individus et qui est la diversité considérable des gamètes. Nous allons comprendre comment ça se fait cette diversité des gamètes. Donc, en effet, nous avons déjà étudié les deux premiers mécanismes. Le premier étant la ségrégation indépendante des chromosomes, qui est le brassage interchromosomique causé par les gamètes qui se situent d'une façon aléatoire au niveau de la plaque équatoriale pendant la métaphase 1 et qui se séparent d'une façon indépendante durant l'anaphase 1. Le deuxième mécanisme, qui est donc dû au crossing over, le brassage intrachromosomique entre deux chromatides non sœurs pendant la prophase 1 de la première méiose. Et donc la diversité maintenant, le troisième mécanisme, diversité considérable des gamètes, celle-là, elle est due à la superposition des deux brassages. Parce que les deux premiers mécanismes, ils se font tous les deux à chaque première méiose. Il n'y a pas un seul mécanisme qui se déroule tout seul. À chaque fois, nous avons les deux brassages. Nous avons le brassage interchromosomique et aussi le brassage intrachromosomique. Donc, la superposition de ces deux brassages, il va amplifier, il va augmenter cette diversité et il va conduire donc à une diversité considérable des gamètes. Nous le savons déjà, le premier mécanisme, celui de brassage interchromosomique, il conduit à 2 à la puissance 23 possibilités. Mais ce n'est pas seulement ce brassage qui compte. On ajoute également le deuxième mécanisme, c'est-à-dire le brassage intrachromosomique. Et là, il y a une infinité de choix. Il y a un échange entre les chromatides sœurs. D'accord? Donc, maintenant, la sélection des gamètes, c'est un processus aléatoire. On ne sait pas quel gamète va être sélectionné. Déjà, à la fin de chaque méiose, nous avons 4 gamètes issus d'une même cellule initiale. Mais un seul gamète va être sélectionné. Et je vous rappelle que les 4 gamètes sont différents, que ce soit pour les gamètes mâles et pour les gamètes femelles. À chaque fois, nous avons 4 gamètes qui sont différents l'un de l'autre. Et un seul va être sélectionné. Cette sélection, elle est aussi aléatoire. Tout ceci a pour conséquence d'avoir un zygote qui va avoir un assortiment génique qui est unique à lui seul. D'accord? Donc, nous avons des billions d'assortiments possibles. Il y a beaucoup de possibilités puisqu'il y a les deux types de brassage. En plus, une sélection aléatoire du gamète, mais ce qui fait que le zygote va être unique. La troisième conséquence de la méiose, c'est le dimorphisme gonosomique. Qu'est-ce que ça veut dire gonosomique? En effet, gonosome, c'est-à-dire qu'il y a un rôle pour déterminer le sexe de l'individu. Donc, chez l'homme, il y a un dimorphisme gonosomique qui est l'une des conséquences de la méiose. Pourquoi? Il y a la présence du chromosome Y. Et le chromosome Y, il a un rôle qui est de faire une différenciation sexuelle. Il va déterminer le sexe masculin.
Dans l'espèce humaine, il y a deux possibilités. Il y a un dimorphisme sexuel, masculin ou féminin. Et ce dimorphisme sexuel, il est dû à la présence du chromosome Y qui va déterminer le sexe masculin. Donc, le dimorphisme gonosomique, X ou Y, il est à l'origine du dimorphisme sexuel gonosomique, donc en relation des chromosomes, chromosome X ou chromosome Y, qui vont déterminer un dimorphisme sexuel masculin ou féminin. Et entre ces deux chromosomes X ou Y, c'est Y qui est le chromosome qui est dominant. Il est le chromosome dominant. Donc, s'il est présent, il va induire la différenciation testiculaire, peu importe le nombre de X. Quel que soit le nombre de X qui est présent, une fois que le chromosome Y est présent, il est dominant et il va induire une différenciation sexuelle masculine.